Mon enfant, cria le vieil homme. Ne regardez pas en arrière. Guyet se jeta à nouveau dans le tunnel de lumière. Cette fois, le voyage fut violent. Elle eut l'impression d'être broyée par des mains invisibles, le temps se pliant autour d'elle comme une étoffe déchirée. Elle atterrit lourdement sur le sol du sous-sol de 2024, juste au moment où le résonateur du professeur en explosait dans un nuage de fumée blanche. Le silence retomba brusquement. Le mur était redevenu du béton gris, mais cette fois, Guyet tenait fermement le badge en lotus dans sa main droite. Elle était revenue. Et elle possédait enfin l'unité perdue. Mais alors qu'elle reprenait son souffle, elle remarqua un détail qui la glaça de terreur. Sur le sol, à côté des débris du résonateur, se trouvait un journal de Hanoï. Elle le ramassa. La date en première page n'était pas celle de son départ. Elle n'était pas revenue le samedi soir de 2024. Le journal indiquait le lundi 12 octobre 2026. Elle avait disparu pendant 2 ans. Chapitre 6. Les échos du silence. La poussière de l'explosion retombait doucement, mais le silence qui s'installa dans le sous-sol de la bibliothèque n'avait rien d'apaisant. Il était lourd, accusateur, comme si chaque particule d'air savait que Guyet n'appartenait plus à ce moment précis de l'histoire. Elle resta assise sur le sol froid, le journal froissé entre ses mains. 12 octobre 2026. Les mots semblaient danser devant ses yeux fatigués. Comment était-ce possible? Hélène avait passé que quelques minutes dans le passé, le temps de récupérer le badge auprès de M. Luong. Elle se souvint des paroles du professeur sur l'instabilité du continuum. Le saut avait été forcé, le résonateur avait brûlé les étapes, et en chemin, elle avait perdu 2 années de sa vie. Elle se releva avec difficulté, ses muscles étant douloureusement contractés. Elle rangea le badge en lotus dans sa poche, le sentant encore tiède, comme un cœur qui bat. Elle devait sortir de là. Elle devait comprendre ce qui s'était passé durant son absence. En remontant les escaliers, Guyet remarqua des changements subtils. Les murs de la bibliothèque avaient été repeints d'une couleur crème plus moderne. De nouvelles bornes numériques remplaçaient les vieux bureaux de bois où elle avait travaillé pendant 10 ans. Elle atteignit le hall principal et s'arrêta net. Une grande affiche commémorative était accrochée près de l'entrée. On y voyait son propre visage, une photo des identités professionnelles un peu rigides, entourée d'un cadre noir. En dessous, on pouvait lire « En mémoire de Guyet, archiviste dévoué, disparu en service le 9 octobre 2024. Votre silence nous manque. » Une sensation de vertige la submergea. Pour le monde entier, elle était morte ou disparue à jamais. Elle n'était plus qu'une ligne dans les registres qu'elle aimait enclasser. Elle sortit dans la rue. Hanoï en 2020 si elle n'était pas radicalement différente, mais elle semblait plus rapide, plus lumineuse. Les voitures électriques glissaient silencieusement sur l'asphalte, et les gens semblaient encore plus absorbés par leurs écrans holographiques. Guyet se dirigea vers la maison du professeur Han. C'était son seul espoir. Elle traversa le quartier de Théo, craignant à chaque instant d'être reconnue par un ancien collègue. Arrivée devant le portail en fer forgé, elle vit que la vigne avait presque entièrement recouvert la façade. La maison semblait abandonnée. Elle frappa à la porte, 1 coup, 2 coups, 3 coups. Rien? Elle insista. Enfin, une voix faible et méfiante s'éleva de l'intérieur. Qui est là? Je n'attends personne. Partez. Professeur Han, c'est moi. C'est Guyet. Un long silence suivit. Puis, on entendit le bruit de plusieurs verrous que l'on tirait. La porte s'ouvrit d'un entrebâillement, révélant un homme encore plus frêle qu'auparavant. Ses cheveux étaient d'une blancheur de neige et ses mains tremblaient violemment. Guyet? Murmura-t-il, ses yeux s'écarquillant de terreur. C'est un fantôme. Le temps se moque de moi. Ce n'est pas un fantôme, professeur. Touchez ma main. Je suis réel. Le résonateur. Il a fonctionné, mais il m'a jeté trop loin. Le vieil homme saisit son bras avec une force surprenante.
Il l'entraîna à l'intérieur et referma précipitamment la porte. Le salon était un chaos de documents jaunis et de tasses de thé vides. 2 ans, Guyet. 2 ans que je cherche à corriger cette erreur. J'y ai cru que je t'avais tué. J'y ai cru que la vibration t'avait désintégré dans le néant. Il s'assit lourdement dans son fauteuil. J'y ai continué les recherches, dit-il en désignant une pile de cahiers. J'y ai compris trop tard. La formule de CM. Elle n'était pas seulement incomplète, elle était un piège. La porte numéro 7 ne mène pas seulement à un autre lieu, elle exige un tribut temporel si on ne possède pas l'unité au moment du passage. Je l'ai, professeur, dit-elle en sortant le badge. Monsieur Luang me l'a donné. En regarda l'objet avec une sorte de révérence religieuse. Le badge brillait maintenant d'une lumière douce et constante. C'est magnifique, murmura-t-il. Mais le prix a été élevé. Tu n'as plus de travail, plus d'identité légale. Tu es une anomalie dans le système. Guyet s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin sauvage. L'archiviste que j'y étais est morte en 2024, dit-elle d'une voix calme. Mais la femme qui se tient devant vous a enfin compris la leçon de sa grand-mère. L'histoire n'est pas quelque chose que l'on classe dans des boîtes. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on protège. Elle se tourna vers lui. Nous devons retourner à la bibliothèque. Pas pour revenir en arrière, mais pour terminer le travail du docteur Locke. La collection qu'il a cachée. Luang m'a dit qu'elle était en sécurité. Le registre contient l'emplacement exact. Le professeur se redressa, une nouvelle étincelle de vie dans le regard. Tu as raison. Si nous pouvons trouver la collection, nous pourrons peut-être stabiliser la brèche définitivement. Mais nous devons faire vite. La bibliothèque va être rénovée le mois prochain. Ils vont détruire le mur de béton pour installer un nouvel ascenseur. Guyet serra le badge dans sa main. Alors nous avons 3 semaines pour devenir des ombres et récupérer la vérité. Chapitre 7. Le manuscrit de l'invisible. La mission de Guyet était devenue une course contre le progrès technique. Durant les jours qui suivirent, elle vécut recluse dans la maison du professeur Han, étudiant les notes du docteur Locke avec une intensité presque mystique. Elle apprit à se déplacer dans Hanoï comme une fugitive, utilisant des vêtements amples et des masques pour masquer son visage familier. Le registre des manuscrits indo-chinois révélait enfin son secret le plus profond. Sous une couche de vernis protecteur, sur la dernière page, Guyet découvrit une carte invisible à l'œil nu, qui n'apparaissait qu'à la lumière d'une flamme de bougie. Le point gamma, murmura-t-elle. Ce n'est pas dans le sous-sol. C'est au-dessus de nos têtes. Elle montra la carte au professeur. Regardez ces coordonnées. Elles correspondent à la structure de la coupole centrale de la bibliothèque. Il y a un espace vide entre le dôme intérieur et la toiture extérieure. Un espace que personne n'a visité depuis un demi-siècle. C'est ingénieux, admirant. Le docteur Locke savait que les gens cherchent toujours les secrets dans les caves ou derrière les murs, mais ils oublient de lever les yeux. Mais comment y accéder? L'accès est scellé depuis les travaux de 1990. Guyet sourit pour la première fois depuis son retour. Je connais un chemin. Un conduit de ventilation désaffecté qui part de la salle des archives spéciales et qui remonte le long de la cage des escaliers. C'est étroit, poussiéreux et probablement infesté d'araignées, mais c'est possible. Ils fixèrent l'opération pour le jeudi suivant, à l'heure où l'équipe de nuit effectuait sa ronde. Guyet emporta avec elle un sac à dos, une lampe frontale et bien sûr, le badge en lotus. Le professeur resterait à l'extérieur, en communication radio, pour surveiller les mouvements des gardiens. Le soir venu, Guyet s'introduisit dans la bibliothèque par une fenêtre de service qu'elle avait laissée entr'ouverte des années auparavant, une habitude des archivistes prudentes. Le bâtiment lui semblait étranger, presque hostile avec ses nouvelles technologies. Elle atteignit la salle des archives et repéra la grille de ventilation. Avec un tournevis, elle retira les vis rouillées et se glissa dans le conduit. L'air était sec et sentait le vieux métal.
Elle rampa pendant ce qui lui sembla être une éternité, ses genoux et ses coudes protestant contre la dureté du métal. Enfin, elle déboucha dans un espace vaste et sombre. Elle alluma sa lampe frontale. Elle se trouvait dans les entrailles du dôme. Autour des ailes, des poutres de fer massives soutenaient la structure majestueuse de la bibliothèque. Et là, posée sur une plateforme en bois suspendue au-dessus du vide, elle vit 20 malles en cuir, marquées du sceau du docteur Locke. Guyet s'approcha avec précaution. Elle ouvrit la première malle. À l'intérieur, des centaines de feuillets de papier de riz, couverts d'une écriture fine et serrée. Elle en prit un et commença à lire. Ce n'était pas de l'histoire. C'était une chronique des futurs possibles. Le docteur Locke n'avait pas seulement étudié le temps, il avait trouvé un moyen de voir les ramifications de chaque événement majeur. Il décrivait la guerre, la paix, les avancées technologiques, mais surtout, il mettait en garde contre la manipulation de la mémoire collective. Le passé est l'encre, le futur est la voile. Si on coupe l'encre, la voile nous emmène vers l'abîme, disait le manuscrit. Soudain, un bruit de pas résonna sur le métal, loin en dessous des ailes. Une lumière de lampe torche balaya le dôme. « Guyet? Tu m'entends » murmura la voix du professeur dans la radio. « Il y a un problème. La sécurité a détecté une anomalie thermique dans le dôme. Il monte. » Guyet ne perdit pas une seconde. Elle ne pouvait pas emporter 20 malles. Elle chercha la plus petite, celle qui semblait contenir les conclusions du docteur. Elle la saisit et se dirigea vers le conduit de sortie. Mais alors qu'elle allait s'engager dans le tuyau, elle vit une ombre se découper contre la lumière de la salle. Un homme en uniforme de sécurité se tenait là, mais il n'avait pas l'air d'un garde ordinaire. Il était jeune, athlétique, et portait un insigne que Guyet ne reconnut pas. « Mademoiselle Guyet, dit-il d'une voix calme et posée. Nous vous attendions depuis 2 ans. Veuillez reposer cette malle. Elle appartient au département de la stabilité historique. » Le département de quoi? Demanda Guyet, reculant vers le bord de la plateforme. Le monde a changé durant votre absence, Guyet. Nous savons tout de la porte numéro 7. Nous savons tout du docteur Locke. Et nous ne pouvons pas laisser ces documents circuler librement. Guyet sentit le badge vibrer violemment dans sa poche. Elle comprit alors que sa disparition n'avait pas été un accident. Le système l'avait attendu. « Je ne pense pas, » répondit-elle. Elle sortit le badge et, dans un geste de pur instinct, le frappa contre l'une des poutres métalliques du dôme. La résonance fut instantanée. Une onde de choc sonore parcourut la structure, désorientant le garde. Guyet profita de la confusion pour se glisser non pas dans le conduit, mais dans l'interstice entre le dôme et la corniche, un saut risqué de 3 mètres. Elle atterrit sur un filet de protection poussiéreux, roula sur elle-même et courut vers la sortie de secours du toit. Derrière elle, l'alarme commença à hurler, un son strident qui déchirait la nuit de 2026. Elle atteignit le toit de la bibliothèque. Hanoï s'étendait devant elle, une mer de lumières électriques. Elle voyait la voiture du professeur en démarrer en bas. Elle n'était plus une simple archiviste. Elle était la gardienne de la vérité, et la chasse ne faisait que commencer. Chapitre 3, l'heure du sablier. La panique était un luxe que Guyet ne pouvait s'offrir. Les archivistes ne paniquent pas, ils classent, même la terreur. Guyet posa le lourd registre sur la table de tri en acier inoxydable, loin de tout liquide et source de dommages, avant d'allumer la puissante lampe à incandescence. La lumière crue révélait l'état de l'objet, un livre de comptes en cuir marron, portant la marque du temps et le sceau d'une cire ancienne au coin de la couverture, illisible. Elle s'assit, les mains tremblantes, et l'ouvrit. Le livre n'était pas un simple catalogue. C'était un journal, écrit en une calligraphie française élégante et serrée, la plume trempée dans une encre noire et riche qui avait pâli en sépia. Les premières pages contenaient, comme elle l'avait suppose, une liste détaillée de manuscrits, d'artefacts et de cartes, tous marques d'une notation codée. Mais ce qui la glaça, ce fut l'inscription sur la page de garde, écrite d'une main différente,
Plus moderne, comme un avertissement final, l'inventaire ne fut que le début. La porte s'ouvre par la vibration de la 7e heure, au signal de l'unité perdue. Si la clé est ailleurs, le passage restera ferme. Octobre 1954. L'unité perdue. Le badge en lotus. Nguyen sentit un froid monter de ses pieds à sa nuque. Le badge n'était pas un simple bouton, c'était la clé de contact, un composant essentiel de la machine à voyager dans le temps, et elle venait de le laisser tomber dans les rues de 1954. Elle vérifia l'heure, 19h15. Il lui restait 45 minutes. Quitter la bibliothèque maintenant signifiait laisser le registre dans une zone non sécurisée, mais rester après la coupure de courant était impensable. Nguyen se concentra sur la tâche immédiate, la traduction. Les notes étaient écrites par quelqu'un nommé CM, un homme dont l'écriture trahissait l'anxiété croissante face aux événements historiques. 9 octobre 1954. Le temps presse. J'écache les 20 volumes au point gamma. Le gouvernement entrant ne doit pas mettre la main sur la collection du Dr Locke. Si ces travaux sont publiés à tort, tout l'équilibre de la chronologie s'effondrera. C'est la seule raison d'être de l'Institut. Le Dr Locke. Un nom que Nguyen ne connaissait pas. Les archives officielles mentionnaient une collection du Sud qui avait été perdue ou égarée lors du transfert. Mais ce journal décrivait une dissimulation volontaire, motivée par la protection d'un équilibre temporel. Elle feuilleta les pages, ses yeux survolant les details fastidieux de l'archivage pour se concentrer sur les références à la porte. 10 octobre 1954. Le mur est fini. Le bois de chêne est peint pour ressembler à de la mousse, le plus rapidement possible. La plaque 7. Le temps joue contre nous. J'ai confié le dispositif à Luong. Il est simple et ne pose pas de questions. Il ne sait pas ce qu'il transporte, mais il est loyal. Luong, le gardien. L'homme qu'elle avait rencontré, celui dont la mémoire s'était déjà effacée lorsqu'elle était revenue. Et le dispositif confié à Luong. Était-ce le badge? La tension de la journée et l'adrénaline se dissipèrent brusquement. Nguyen réalisa la profondeur du danger. Ce n'était pas un simple phénomène scientifique, elle était impliquée dans une conspiration historique, peut-être de la plus haute importance. Elle se redressa et regarda le mur où la porte numéro 7 avait disparu. Le béton était parfaitement lisse. Elle tendit la main, essayant de détecter toute vibration. Rien? Le silence du sous-sol était revenu, plus oppressant que jamais. Elle tenta d'appeler la directrice, mais se ravisa immédiatement. Qui la croirait? Elle serait mise en conge-force et le registre confisque comme preuve de son instabilité mentale. Méthode, se rappelait-elle, reprenant son souffle. Archivons les faits. Premièrement, la porte apparaît à 19h, à la 7e sonnerie. Deuxièmement, la porte exige le badge en lotus pour l'ouverture. Troisièmement, la porte se referme peu de temps après, de manière autonome. À 19h30, Nguyen décida d'agir. Elle devait partir. Le registre était trop précieux pour rester ici. Elle l'enveloppa soigneusement dans une feuille de millard de conservation, glissa le paquet sous sa veste et quitta le sous-sol. En sortant dans la nuit de Hanoï en 2024, le contraste était brutal. Les néons clignotants, le bruit constant, les enseignes lumineuses, tout cela la submergeait après l'atmosphère sombre et humide de 1954. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle déchiffra le registre. Dans une section, elle trouva des croquis rudimentaires d'un mécanisme complexe, dessine à côte d'une équation mathématique qu'elle ne comprenait pas, impliquant des ondes de vibration. La dernière entrée de CM était datée du 10 octobre, 23h, je quitte le district. La porte est scellée. L'unité est avec le gardien pour la nuit. L'histoire la oublie, c'est le seul espoir de la vérité. Le lendemain, samedi, Nguyen revint à 19h-15. Elle s'assit dans le sous-sol, le registre cache. À 19h précise, la 7e sonnerie retentit. Nguyen retint sa respiration.
le mur de béton gris resta immobile. Pas de lumière. Pas de vibration. Rien. Elle se leva, s'approcha du mur. La porte n'était pas apparue. La porte numéro 7 ne s'ouvrait pas simplement à la 7e heure. Elle exigeait sa clé. Et la clé était à 70 ans de distance. Chapitre 4 – L'équation du chaos. La résidence du professeur en se trouvait sur une petite rue ombragée du quartier Théo, loin de l'agitation du centre-ville. C'était une maison ancienne, coloniale, envahie par les vignes et le silence. Le portail en fer forge grinça sous la main de Nguyen, un son qui la rassura par son honnêteté historique. Elle portait le registre sous son bras, enveloppe dans un sac de toile. C'était la première fois qu'elle confiait son secret à qui que ce soit. Mais on n'était pas n'importe qui. Il était l'ami de jeunesse de sa grand-mère Ang, une femme qui avait toujours parlé de lui avec une admiration teintée de mystère. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'elle n'ait pu frapper, révélant la figure du professeur. Le professeur en était un homme d'une 60aine d'années, petit, les cheveux blancs dressent en auréolé électrique autour de son crâne. Nguyen, dit-il simplement, sans surprise, comme s'il l'attendait. Entre. Eng m'a beaucoup parlé de toi. Tes silences, tes questions sur les angles morts de l'histoire. Nguyen se figea. Professeur, ma grand-mère est décédée, je sais, interrompit-il. Mais tu ne pensais tout de même pas qu'elle t'aurait laissé affronter ça sans un filet de sécurité. Elle savait qu'un jour, tu trouverais la porte numéro 7. Il la guida à travers un salon rempli de livres et d'étranges assemblages de fils et de métal. L'air sentait le bois de santal et l'ozone. Nguyen déposa le registre sur une table en acajou. « Professeur, j'ai besoin que vous regardiez ceci, » dit-elle en déballant le livre. On ne réagit pas aux dates, ni à l'histoire de la porte. Il se dirigea immédiatement vers l'équation. C'est l'équation du chaos linéaire. Je cherche cela toute ma vie. Il désigna les termes du doigt. Il expliqua que la résonance de la 7e sonnerie était une fréquence de vibration spécifique. Ce n'est pas une porte magique, Nguyen. C'est une machine acoustique. Le mur n'est pas mûr, il est fige dans le temps. CM a compris comment utiliser l'horloge comme un diapason pour déphaser le béton. La porte que tu as vue est la véritable porte arrière de l'Institut, mais elle existe en 1954. Nguyen se sentit étourdi. Donc, si la serrure est une vibration, alors la clé est la bonne fréquence émise par le bon matériau, acheva en. Le badge en lotus était cet amplificateur. Il est fait d'un alliage de laiton ancien et de 2 isotopes rares. Il est capable de convertir une onde sonore en une impulsion magnétique très spécifique. Je les laisse là-bas, murmura Nguyen. Avec le gardien Luang. Chaque fois que tu ouvres la porte, tu perturbes légèrement le champ temporel de 1954, expliqua An. Sans le badge, l'équation n'est pas résolue, et le mur ne s'ouvre pas. Nguyen se pinça l'arête du nez. Alors, nous devons recréer le badge. Impossible d'identifier les isotopes avec certitude sans un spectromètre très avance, répondit le professeur. Mais nous pouvons tenter de contourner l'amplificateur. Nous devons créer un diapason de compensation. Il se dirigea vers une étagère poussiéreuse et en retira un petit boîtier en bois. Ta grand-mère, Eng, m'a donné cela avant sa mort. Elle m'a dit que ce serait pour toi. Le boîtier contenait un minuscule cylindre en bronze, poli par le temps, et une lettre. Nguyen ouvrit la lettre de sa grand-mère. L'écriture était tremblante mais familière. Ma chère Nguyen. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as ouvert la porte et la refermée. CM était mon oncle. Il n'était pas un archiviste, il était un gardien du temps. Il a créé la porte avec l'aide du docteur Locke. La collection perdue est une série d'archives chronologiques dont le contenu déstabiliserait le présent. Trouve ce qui est juste, mon enfant, et rends l'unité à son gardien. Les larmes montèrent aux yeux de Nguyen. Sa grand-mère n'était pas seulement une professeure d'histoire, elle était l'héritière d'une société secrète de gardiens du temps.
Le docteur Locke était un génie oubli, expliqua An. Il a disparu en 1954. Il a dû y avoir une raison pour laquelle il a dissimulé la collection. Nous devons rouvrir la porte. Le professeur désigna l'équation avec enthousiasme. Si nous utilisons ce cylindre pour analyser la structure et si nous construisons un résonateur pour capter la résonance de l'horloge, nous pourrions forcer l'ouverture. Mais cela doit être parfait. Le moindre faux pas pourrait transformer le mur en poussière atomique. Guyet regarda le cylindre de bronze dans sa main et le registre sur la table. L'archiviste en elle luttait avec la conspiratrice. Le silence qu'elle chérissait s'était transformé en un compte à rebours. « J'ai un atelier de fortune à l'université, dit An. Nous y allons. Mais Guyet, tu ne peux plus t'approcher du mur. L'énergie résiduelle de ton passage pourrait être dangereuse. Je vais aller seul au sous-sol pour installer les capteurs. Toi, tu dois continuer à traduire ce registre. Chaque mot de CM est une coordonnée. Chapitre 4, l'équation du chaos, suite. Guyet regarda le cylindre de bronze dans sa main et le registre sur la table. L'archiviste en elle luttait avec la conspiratrice. Le silence qu'elle chérissait s'était transformé en un compte à rebours. J'ai un atelier de fortune à l'université, dit An. Nous y allons. Mais Guyet, tu ne peux plus t'approcher du mur. L'énergie résiduelle de ton passage pourrait être dangereuse. Je vais aller seul au sous-sol pour installer les capteurs de fréquence. Toi, tu restes ici pour déchiffrer la suite du registre. C'est un ordre de ton professeur. Guyet accepta, non sans une pointe d'inquiétude. Elle regarda la silhouette frêle du professeur s'éloigner sous la pluie fine de Hanoï. Elle se retrouva seule dans cette maison qui semblait elle-même être un artefact du passé. Elle ouvrit le registre à la page qu'elle n'avait pas encore osé explorer. Sur cette page, il n'y avait pas de liste de livres ni de formules mathématiques. Il y avait une lettre personnelle, adressée à personne et à tout le monde. C'était le testament de CM. Si vous lisez ceci, c'est que le temps a fait son œuvre. La porte numéro 7 n'est pas un jouet, ni un simple moyen de transport. C'est un miroir. Elle montre ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions devenir. Le docteur Locke et moi avons découvert que le passé n'est pas mort, il est juste de l'autre côté d'une vibration. Mais attention, celui qui emporte quelque chose du passé change le poids du présent. L'équilibre est fragile comme une aile de papillon. Guyet frissonna. Elle avait emporté le registre. Elle avait changé le poids de son présent. Est-ce pour cela que la porte refusait de s'ouvrir à nouveau? Avait-elle brisé une loi invisible de la nature? Elle se mit à réfléchir à la notion d'unité. Ce n'était peut-être pas seulement le badge en lotus. C'était peut-être l'intention du gardien. Elle passa le reste de la nuit à noter chaque détail, chaque nom mentionné dans le journal. Elle découvrit que le docteur Locke avait une famille, une petite fille nommée mais qui aimait les fleurs de lotus. Une coïncidence? Les archivistes ne croient pas aux coïncidences. Ils croient aux liens cachés. Chapitre 5, la résonance du cœur. Le lendemain matin, le professeur en revint avec des nouvelles. Ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, mais son enthousiasme était intact. Guyet, les mesures sont fascinantes. L'horloge à balancier de la bibliothèque n'est pas une horloge ordinaire. Ses engrenages sont faits d'un métal qui absorbe les ondes telluriques. Elle ne marque pas seulement les heures, elle bat au rythme de la Terre. Guyet lui montra ses découvertes sur la famille du docteur Locke. Professeur, et si l'unité perdue n'était pas un objet, mais un lien? Le badge appartenait à ma grand-mère. Elle était liée à cette histoire par le sang. Peut-être que la porte ne s'est ouverte pour moi que parce que je porte cette mémoire. On s'arrêta de manipuler ces câbles. C'est une hypothèse audacieuse, ma petite. Mais la physique a besoin de vecteurs concrets. Ton sang ne peut pas faire vibrer un mur de béton. Cependant, ton badge de lotus contient la matière. Nous allons combiner les deux. J'ai fabriqué un amplificateur portatif en utilisant le cylindre de ta grand-mère.
Nous allons l'appeler le cœur de résonance.